Mais nous voici, nous commençons donc pour parler euh, pendant environ une heure et demie de la guerre au Soudan. La question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est comment on a pu en arriver là, dans un pays qui, il y a encore un peu plus d'un an, vivait une révolution et l'avenir était encore radieux. Et en un petit peu plus d'un an, le pays est dévasté. Comment est-ce possible d'en être arrivé là et aussi vite? Pour répondre à cette question, nous avons deux invités. Le professeur B, qui est ici à mes côtés, enseignant, chercheur, coordonnateur du Master Paix et Sécurité ici même à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Notre deuxième invité en ligne s'appelle Hamad Gamal. Il est soudanais. Il est en visioconférence depuis la France où il est exilé. Il est activiste et il est aussi le cofondateur de Sudfa Media. Il va nous aider donc aussi à répondre à cette question. Donc, merci à vous deux d'être avec nous. Cette conférence vous est proposée par le chapitre sénégalais de World Beyond War, dont Ouardougou, qui se trouve parmi vous, est un membre très actif. Merci beaucoup, Ouardougou. Euh, pour commencer, donc, professeur, si vous voulez bien, juste nous donner un aperçu historique de ce qui s'est déroulé au Soudan ces dernières années, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, Marion, je vous remercie. Je remercie Ouardougou et les étudiants qui sont ici présents. Voilà, donc moi, j'ai été saisi par Ouardougou pour discuter du conflit soudanais. Donc, la question qui a été posée, la guerre au Soudan, comment en est-on arrivé là? euh, Part d'un constat général marqué par une banalisation du conflit, ok, se matérialisant par le silence assourdissant de la communauté internationale. Donc, moi, on m'a demandé de revenir un peu sur les perspectives historiques pouvant expliquer le conflit soudanais. Donc, comment on est arrivé à une banalisation du conflit marquée par le silence assourdissant de la communauté internationale? Au passage, je salue aussi Ahmad qui intervient aussi depuis la France. Donc, je ne répondrai pas à la question de manière directe, je laisserai peut-être le soin à mon collègue, au, au débatteur, de revenir un peu largement sur cette dimension. Moi, je me poserai tout simplement une question provocateur. Euh, Comme l'a rappelé Marion, le Soudan a connu une révolution citoyenne qui a entraîné le départ de Omar el-Béchir. Donc, moi, je vais poser une question très simple. Les Soudanais ont-ils eu tort de renverser le régime d'El-Béchir lors du printemps arabe, n'est-ce pas? Si on sait que l'une des causes de ce conflit qui sévit actuellement résulte fondamentalement d'un conflit autour du partage des ressources entre deux hommes qui ont été au cœur de la machine répressive sous El-Bashir. Voilà. Donc actuellement, vous savez très bien que le conflit est marqué par l'opposition entre deux généraux. Donc, et ces gens-là se sont positionnés à la suite de la révolution qui a renversé le dictateur Omar el-Béchir. Donc, la réponse à cette question me permettra d'analyser les causes immédiates de ce conflit-là, n'est-ce pas? L'entrée par la comparaison nous permettra de voir que ce qui se passe au Soudan est observé dans une moindre mesure dans quelques pays de la sous-région qui ont connu le même processus de renversement des régimes autoritaires à la suite du printemps arabe. Il y a l'exemple de l'Égypte, la Libye, qui se rapproche plus du cas soudanais, la Tunisie dans une certaine mesure. OK? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, en fait, dans ces pays-là, dans le monde arabe principalement, il y a eu des régimes autoritaires, n'est-ce pas, qui sanguinaires, voilà, qui ont duré, se matérialisant par une violation massive des droits et des libertés. Mais entre 2018 et 2019, il y a eu des manifestations citoyennes qui vont entraîner le renversement de ces régimes-là. Et que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit au Soudan, il va y avoir des problèmes, n'est-ce pas? Je reviendrai spécifiquement sur le cas du Soudan et l'Égypte et la Tunisie, n'est-ce pas? Mais c'est le Soudan qui nous intéresse et je vais beaucoup plus m'apesantir un peu sur le cas soudanais.
Mais avant d'approfondir un peu la question, je m'arrêterai un peu sur la situation géostratégique du Soudan, n'est-ce pas? Pour rappel, pour les étudiants, pour ceux qui ne font pas sciences politiques, les étudiants de Sciences Po savent très bien, la géostratégie est une branche de la géopolitique qui s'intéresse à l'influence de la géographie sur les stratégies militaires, économiques et politiques des États. Donc, des auteurs comme Yves Lacoste, que vous connaissez très bien, ont beaucoup réfléchi sur l'influence de la géographie dans l'analyse des conflits. Donc, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, quand vous êtes face à une situation et que vous devez analyser, souvent, le regard, la projection géographique vous aide à comprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, c'est le cas. Ici, par rapport au conflit soudanais, si on essaie de procéder de cette manière-là, cela nous aide à comprendre énormément de choses. D'une part, le Soudan est un pays qui est en Afrique, au nord-est de l'Afrique, avec une position très, très stratégique, car à cheval sur l'Afrique du Nord et le Proche et le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc, le pays est bordé par la Libye, par l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la République centrafricaine et le Tchad. Donc, cette situation géographique nous permet de voir deux éléments. Deux éléments. Donc, le premier, d'une part, on peut faire deux lectures. Cette situation géographique, d'une part, avec le Moyen-Orient et le Proche-Orient, où toutes les grandes puissances cherchent des zones d'influence. Donc, là, on voit nettement que la position géographique du Soudan est très stratégique, n'est-ce pas? Parce que le pays est très proche voilà, d'une partie du monde où les grandes puissances cherchent des positions, etc. N'est-ce pas? En 2018, j'ai discuté avec un spécialiste de la géographie du transport. Peut-être c'est une digression qui peut être intéressante à Bruxelles. Donc, on discutait. Il m'a demandé, on s'amusait à regarder les aéroports les plus desservis en Afrique. Et quand on a vu l'aéroport de Khartoum, moi j'étais surpris. Et je lui dis, mais pourquoi le Soudan n'est pas une destination pourtant? Voilà, à ma connaissance, il y a pas le tourisme n'est pas développé là-bas. Moi, j'avais pensé au Kenya, etc. Mais le Soudan, l'aéroport de Khartoum faisait partie des 16 aéroports les plus desservis en Afrique. Moi, ça m'avait surpris. Et après, quand on a regardé la carte, on a compris que, par exemple, avec le pèlerinage à la Mecque, n'est-ce pas, le Soudan constitue, l'aéroport de Khartoum constitue un hub aérien pour beaucoup de compagnies aériennes qui viennent se positionner et puis voilà, faire le plein pour repartir, n'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire la position vraiment stratégique de ce pays-là, n'est-ce pas? Ça, c'est la première lecture qu'on peut faire si on regarde la situation géographique du Soudan. C'est un pays qui a une position stratégique extrêmement intéressant. Le deuxième élément qu'on peut faire, je vous ai dit que le Soudan est bordé par la Libye, la République centrafrique, le Tchad, n'est-ce pas, des pays. Et quand on regarde, ces pays-là sont extrêmement instables. Ça aussi, c'est un autre élément qu'on peut noter, n'est-ce pas? Donc, le Soudan est dans une zone extrêmement instable, ceinturée par la Libye qui est divisée en deux depuis la mort de Kadhafi, l'Éthiopie qui est confrontée à une crise identitaire extrêmement importante, la République centrafricaine qui a connu une guerre civile. Et il y a un chercheur du nom de Roland Marshall qui a montré comment des implications externes, comment l'instabilité dans une zone régionale peut entraîner une déstabilisation d'un État donné. Je ne dis pas que c'est le cas au Soudan, mais le constat est là, c'est un pays qui est ceinturé par des pays extrêmement instables. Donc, et ce qu'il faut noter, c'est que dans ces pays-là, que ce soit la République centrafricaine, la Libye, les grandes puissances déploient des stratégies d'influence et s'y opposent de manière indirecte. Voilà. Je ne sais pas maintenant pour le Soudan, peut-être mon collègue reviendra sur ça, mais que ce soit dans la République centrafricaine, on voit les mercenaires russes, ok, la France a été contrainte d'adopter une position de neutralité. Pour ce qui est de la Libye, voilà, les grandes puissances voilà, cherchent à se positionner un peu, n'est-ce pas? Maintenant, si on revient sur le pays lui-même, le Soudan a connu des guerres civiles, n'est-ce pas? Peut-être Ahmad reviendra sur ça, 1955, 1983, 2005. Le pays a aussi expérimenté des transitions ratées, ce qu'on nous appelle dans la littérature transitologique, ce qu'on appelle des transitions ratées. Donc, il y a eu des moments où les gens ont voulu un gouvernement civil, n'est-ce pas? Et là, ça s'est soldé par un échec. Donc, dans le jargon politologique, on peut être amené à considérer le Soudan comme un État en faillite, car son territoire est partitionné
l'État a perdu le monopole de la violence physique légitime. De plus, le caractère unitaire de l'État, après avoir été remis en cause avec la scission du sud du Soudan, est encore plus que menacé à cause de l'affrontement entre les militaires. N'est-ce pas? Donc, après ces éléments de contextualisation nécessaires, je reviens sur ma question de départ. Comment en est-on arrivé là? Marion l'a rappelé, pourtant l'espoir était grand de voir ce pays basculer définitivement dans la démocratie après les vagues de manifestations dans le monde arabe qui ont entraîné la chute des régimes autocratiques entre 2018 et 2019. Donc là, on peut le contexte, parce que entre 2018 et 2019, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Tout est parti en Tunisie où une personne, un jeune s'est immolé face à des situations économiques et politiques très difficiles. Et il y a eu un effet de contagion dans la région et les manifestations ont été observées en Tunisie, en Libye, n'est-ce pas, en Algérie, voilà, dans beaucoup de pays. Et le Soudan n'a pas été épargné. OK? Pour rappel, ce pays fut dirigé de manière autoritaire, OK, par Omar el-Béchir, qui a réprimé de manière sanglante les opposants, n'est-ce pas, les civils, notamment au Darfour. Et cela va lui valoir un mandat d'arrêt international. Donc, la Cour pénale internationale va émettre un mandat d'arrêt international contre ce président-là, n'est-ce pas? Mais malgré la répression violente, les Soudanais ont pris leur courage, comme elle l'a rappelé. Les gens ont manifesté pour demander, en fait, la chute de ce régime-là. Voilà, les gens, principalement au Soudan, manifestaient contre une situation économique difficile, n'est-ce pas? Mais aussi, les gens réclamaient plus de démocratie. Mais ces vagues de manifestations et leur répression vont entraîner en avril 2019 le départ de El-Béchir, qui a gouverné le pays pendant plus de 30 ans, n'est-ce pas? Et une transition démocratique va être enclenchée. Mais quelques mois plus tard, le 25 octobre 2021, un autre coup d'État militaire va être orchestré par le général Abdel Fattah al-Burhan, qui freine le processus, n'est-ce pas? Les institutions politiques soudanaises sont dissoutes, de nombreux dirigeants civils arrêtés, l'accès à Internet et aux moyens d'information coupés. Depuis cette période, le pays est plongé dans le chaos avec l'affrontement de deux groupes, n'est-ce pas, que vous connaissez très bien, les FSR, les forces de soutien rapide, créées en 2013, ayant à leur tête Hamadan Dogolo et les forces armées soudanaises dirigées par Abdel Fattah Burhan, n'est-ce pas? La nature de cette opposition pousse certains analystes d'ailleurs à parler de la guerre des généraux, n'est-ce pas? Mais moi, la question que je me pose, et la question initiale que je me suis posée, est-ce que les Soudanais ont eu tort d'enlever El-Béchir? C'est une question qui provoque un peu, n'est-ce pas? Pourquoi je le dis? Parce que ces deux hommes-là ont été, comment deux hommes qui ont été au cœur du dispositif de répression sous El-Béchir ont pu se positionner après la révolution de 2021, n'est-ce pas? Comment ces deux individus-là ont pu se positionner et occuper des positions de pouvoir après la révolution de 2021. Donc, ce qui va m'amener à parler d'une part d'une révolution inachevée capturée par les élites militaires comme cause immédiate du conflit soudanais. Donc, une révolution inachevée capturée par les élites militaires comme cause immédiate du conflit soudanais, n'est-ce pas? Je vais prendre l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, on a connu des événements extrêmement violents en mars 2021, si vous vous souvenez bien. Et qu'est-ce que le président de la République a dit et qu'est-ce que le premier ministre Ousmane Sonko avait dit à l'époque? Ils ont regardé de manière empirique ce qui s'est passé autour de nous, au Burkina, en Guinée, dans beaucoup de pays où il y a eu des révolutions citoyennes, des manifestations des jeunes pour contester un régime non démocratique, un régime autoritaire, mais à un moment donné, cette révolution-là citoyenne a été capturée par les élites militaires qui ont récupéré le processus, n'est-ce pas? Donc, à l'époque, Ousmane Sonko avait dit aux jeunes, on arrête tout. On arrête tout. Peut-être il avait senti la menace de voir l'espoir d'un changement d'un régime démocratique être capturé par des militaires, comme ce fut le cas en Guinée ou au Burkina Faso.
n'est-ce pas? Le président Macky Sall aussi, durant la crise électorale au mois de février, a dit clairement que si nous ne nous organisons pas, des forces organisées vont prendre le pouvoir. Peut-être ils ont compris ce qui s'est passé dans d'autres pays. Mais c'est ce qu'on va observer au Soudan. Au Soudan, les gens vont manifester contre un régime autoritaire et après le départ les militaires, sentant le pouvoir vaciller, vont faire un coup d'État et récupérer, capturer la révolution. N'est-ce pas? Capturer la révolution. Parce qu'après la révolution, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un gouvernement populaire civil qui a été mis en place, qui est dirigé par un technocrate pour conduire la transition. On a eu la même situation, par exemple, en Guinée, où après le coup d'État, et au Mali, je pense, il y a eu des civils qui ont été portés, et là, les militaires vont revenir. Donc, vous voyez, au Soudan, peut-être la junte militaire en Guinée ou au Mali se sont inspirés du cas soudanais, c'est pour taquiner, mais réellement, c'est ce qui va se passer. Donc, après la révolution, les gens vont, sous la pression internationale, un gouvernement civil va être mis en place, ok, et conduit par un technocrate. Mais quelques mois après, les militaires vont revenir pour récupérer la révolution, n'est-ce pas? Et réprimer de manière très violente les manifestants. Donc, le général Al-Burhan prend la présidence du pays et s'octroie les pleins pouvoirs, tandis que Dogolo prend la vice-présidence. C'est ce qui va se passer au Soudan. Ces deux hommes vont entrer en conflit. Cette situation nous renseigne sur le caractère précaire des acquis issus des révolutions citoyennes comme en Tunisie. Je reviendrai sur ça. Parce qu'est-ce qui se passe? Une révolution, on a l'habitude de le dire aux étudiants, en fait, suppose un changement radical de l'ordre politique et social établi. Mais ce qui est symptomatique et pathologique dans les révolutions, et ce qui est observé dans beaucoup de pays, c'est que ces révolutions-là ont été portées par des mouvements insurrectionnels et n'ont pas été organisées. Donc la possibilité pour des forces organisées de capturer et de récupérer ces révolutions-là est vraiment réelles, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un premier élément. Donc c'est ce qu'on va observer. Donc, le caractère non organisé, si on peut dire, de la révolution va faciliter la récupération et va entraîner ce que j'appelle une contre-révolution perpétrée par les militaires dans certains pays comme le Soudan, mais aussi en Égypte. En Égypte, il ne faut pas l'oublier, l'Égypte aussi a connu le printemps arabe avec la place Tahrir. Donc, il y a eu des manifestations qui vont entraîner le départ de Mohamed Morsi, excusez-moi, comment il s'appelle, le président égyptien, ça va me revenir, donc qui a dirigé le pays pendant des années, donc qui va être renversé. Et on va aller vers des élections. Mais les frères musulmans vont revenir avec Morsi qui va prendre le pouvoir de manière démocratique. Mais aussitôt le pouvoir pris, les frères musulmans vont mettre des lois liberticides, etc. Et cela va entraîner une révolution. Donc ça, on va l'observer aussi dans d'autres pays. Voilà. Donc, ce qu'on a observé au Soudan, la récupération de la révolution, ce que j'appelle la contre-révolution perpétrée par les militaires, on va l'observer dans d'autres pays comme l'Égypte, où le positionnement des élites déçues, le repositionnement des élites déçues fut observé. Donc, ces problèmes soulèvent quelques questions à prendre en charge pour comprendre ce conflit en profondeur. Premièrement, premièrement, d'abord, il y a le défi de la justice transitionnelle dans les situations post-autoritaires. N'est-ce pas? Donc, dans tous ces pays-là du Maghreb, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, ces pays-là vont être confrontés à un défi de la justice transitionnelle dans les situations post-autoritaires. Au Tchad, il y a eu un agenda qui a été institué, au Soudan, il y a eu un agenda qui a été institué après la crise pour organiser la transition. Mais la place de la justice transitionnelle, les gens, voilà, ça devait peut-être occuper une place centrale pour éviter ces problèmes-là. N'est-ce pas? Quand on parle de justice transitionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, après un processus autocratique, on passe à un processus démocratique et là, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. Comme je l'ai rappelé tantôt, les deux généraux-là ont été impliqués dans les répressions sanglantes de El-Béchir. Donc,
une justice transitionnelle organisée, par exemple, peut permettre d'éviter ces genres de situations-là. Parce que la justice transitionnelle nous permet d'identifier qui a fait quoi, n'est-ce pas, et comment organiser les transitions, n'est-ce pas, et après comment on va réconcilier les pays et comment on va bâtir la démocratie. Donc, l'enjeu majeur, je souhaite que le Soudan sorte de cette situation-là, mais l'enjeu majeur, c'est d'aller vers une justice transitionnelle organisée, n'est-ce pas, qui peut permettre de faciliter la réunification du pays et l'organisation d'élections et la revivification des institutions démocratiques, n'est-ce pas. Le deuxième élément, c'est l'accès aux ressources, la question de l'accès aux ressources, n'est-ce pas, l'accès aux ressources. Parce que ce qui se passe, j'aime faire le parallélisme entre le Soudan et l'Égypte. Je ne sais pas, en Égypte, l'armée tient l'économie en Égypte. L'armée est extrêmement puissante et tient l'économie, n'est-ce pas? Donc, au Soudan aussi, l'armée a des intérêts économiques. Le Soudan n'est pas un pays pauvre, hein. Le Soudan est riche en ressources. Et l'armée a fait la main basse sur les ressources, voilà. Donc, il faut comprendre que ces gens-là ne veulent pas perdre leurs privilèges et les intérêts qu'ils ont eu historiquement et qu'ils ont construits historiquement, n'est-ce pas? Donc, l'autre défi, donc, c'est de vraiment dépasser la construction d'un État néopatrimonial qu'on observe dans beaucoup de pays. Voilà, c'est de mettre un État néopatrimonial, les étudiants savent de quoi il s'agit. Donc, il faut aller vers un État organisé où les ressources naturelles et les ressources publiques aillent aux citoyens et au peuple de manière générale. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est en fait, c'est ce que j'appelle l'instrumentalisation des défis sécuritaires par les militaires pour légitimer le retour aux affaires. Dans beaucoup de pays, que ce soit en Égypte, au Mali, au Burkina, où il y a eu des révolutions entraînant les chutes des régimes autocratiques, les militaires vont instrumentaliser l'insécurité pour légitimer le retour au pouvoir, pour montrer que les civils sont incapables d'assurer la sécurité. C'est un discours qu'on retrouve dans beaucoup de ces pays-là, n'est-ce pas? Donc, à travers ça, moi, voilà, j'ai envie de dire qu'il faut lever le regard et regarder, voilà, comme je l'ai rappelé tantôt, dans une perspective comparative, comme je l'ai dit, on va voir qu'en Égypte, l'armée est revenue après avoir déposé Morsi. Donc, ce qui se passe au Soudan n'est pas un cas isolé en Afrique du Nord, n'est-ce pas? N'est pas un cas isolé. Même si les proportions ne sont pas les mêmes du point de vue de la violation des droits et des libertés, mais vous avez vu à travers mon exposé et mon raisonnement que des gens même peut-être se sont inspirés de ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe au Soudan n'est pas isolé. Je l'ai rappelé en Égypte, j'ai le cas de la Libye, après la mort de Kadhafi, le pays est éclaté et divisé. En Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé? En Tunisie, il y a... Donc, moi, je pense que il faut nécessairement que la diaspora soudanaise soit impliquée et soit au cœur de la médiatisation et du portage de ce conflit-là à l'échelle internationale. Il ne faut pas négliger ça. Parce que, par exemple, moi, j'ai participé à des manifestations et j'ai rencontré des gens, par exemple, sur la question du franc CFA à Bruxelles, des gens, des Européens qui ne connaissaient pas les enjeux autour du franc CFA en Afrique. Donc, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés ont posé des actions au niveau des institutions européennes pour sensibiliser, parce que les gens ne savent pas. Donc, je pense que la première chose, vraiment, qu'il ne faut pas négliger, c'est la mobilisation des réseaux diasporiques pour médiatiser, pour informer l'opinion internationale sur ce qui se passe. À Bruxelles, par exemple, poser des actes, notamment aller au niveau du Parlement européen, voilà, discuter avec les gens, leur expliquer réellement les tenants et les aboutissants. Ça, c'est, à mon avis, extrêmement important. Mais aussi, il faut veiller à la construction d'une société civile critique et ouverte au Soudan. C'est quand même difficile parce que c'est un pays qui a été gouverné pendant longtemps par un régime autoritaire. Mais je pense qu'il faut que les gens essayent d'organiser la société civile soudanaise pour qu'elle puisse porter les revendications et les combats par rapport à cette question. Parce que les gens avaient commencé à s'organiser pour faire partir El-Bashir. Donc, je pense qu'il faut partir de ces acquis-là pour organiser les gens et
poser des actes extrêmement importants. L'autre élément, moi je pense que je ne connais pas très bien le Soudan, mais j'ai l'habitude de dire aux étudiants que par rapport au conflit africain, il ne faut pas trop attendre des Occidentaux. Je pense qu'on a des mécanismes et des ressources sociologiques qu'on doit mobiliser pour promouvoir les mécanismes endogènes de règlement des conflits. Des mécanismes endogènes de règlement des conflits. Parce que moi, je pense que les solutions préapportées posent un réel problème. Il faut partir du contexte local et des réalités sociologiques pour proposer des solutions qui peuvent être efficaces. Ça, c'est mon point de vue. En Afrique, on a eu dans l'anthropologie de la paix et de la guerre, de la paix principalement, on a vu des mécanismes qui sont inventés, qui ont été inventés, qui historiquement existaient chez nous. Par exemple, on prend l'exemple du Sénégal, l'arbre à palabre, par exemple, n'est-ce pas? Au Bénin, après la crise, il y a eu ce qu'on appelle les conférences nationales qui n'existent pas, qui n'existent nulle part. C'est une invention africaine. Donc, je pense qu'il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça, il faut aller vers la promotion des mécanismes endogènes, ne pas trop attendre des Occidentaux qui, souvent, s'ils n'ont pas des intérêts, ne s'impliquent pas. Voilà, il faut vraiment croire au génie et à la possibilité des gens locaux, des personnes, voilà, de promouvoir voilà, des mécanismes endogènes en partant des réalités contextuelles pour proposer des solutions par rapport à ce conflit-là. Donc, pour ne pas tirer en longueur, je vais laisser la parole à Hamad. Peut-être lui, il va revenir en détail sur le conflit de manière générale. Donc, voilà, chers collègues, chers étudiants, quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation très, très détaillée et précise qui nous a donc permis de voir comment d'une révolution et d'espoir d'avenir, toute cette énergie a été récupérée pour donner lieu à une guerre civile. Ensuite, de cette guerre civile, on est passé à une guerre impérialiste. Car comme le disait le professeur, il ne faut rien attendre des Occidentaux, mais je crois, et je vais passer la parole à Hamad sur ce sujet, que non seulement il ne faut rien attendre d'eux, mais qu'en plus, ils sont responsables de la transformation de cette guerre civile en guerre impérialiste, parce qu'ils ont des intérêts dans cette guerre. La guerre est un business, et plus la guerre va continuer, plus ils vont faire du profit. Et bien sûr, il y a les ressources naturelles, raison majeure pour laquelle ils sont là. Donc, sur cette transition entre guerre civile et guerre impérialiste, je vais passer la parole à Hamad, si tu nous entends. Hamad, sur Zoom. Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons et nous te Très bien. laissons la parole. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je suis très content de participer à cette discussion. Merci également d'être venu à ce nombreux. Merci aux organisateurs pour l'intérêt que vous portez pour le Soudan afin de visibiliser cette cause qui semble être oubliée par le monde entier. Merci également à l'Université de Gaston Berger d'avoir hébergé cet événement. D'ailleurs, j'ai visité cette université en 2022 quand j'étais visite au Sénégal. Et Saint-Louis, c'est une ville que j'aime bien. Et j'aime en particulier ses richesses culturelles. Merci à professeur B pour votre éclairage et que nous amène au corps du sujet. En effet, je reprends de là où vous êtes arrêté. Et comme vous venez de dire que le Soudan est un pays qui a une longue histoire avec la guerre, mais aussi avec la révolution. Il s'agit d'un pays qui a connu 3 révolutions populaires dans son histoire et il est en guerre aussi depuis son indépendance. Ces guerres sont l'héritage du système colonial anglais, mais aussi le résultat d'un échec interne des élites soudanaises de mettre en place une politique pour stabiliser le pays et construire un État post-colonial, un État de droit et l'égalité entre tous les Soudanais.
Donc voilà, d'un part, c'est notre responsabilité en tant que Soudanais également. Et donc voilà, depuis l'indépendance, le Soudan était en recherche de construire un État qui représente tous les Soudanais avec leur diversité. C'est les raisons pour lesquelles il y a eu trois révolutions dans l'histoire du pays. En première, c'était en 1964, le deuxième était en 1985 et le troisième en 2018. Et entre-temps, il y a eu plein d'autres tentatives pour le même objectif. Aussi, il faut noter que voilà, le Soudan est un pays qui a connu quelques tentatives démocratiques dans son histoire, mais ce n'est pas doré à cause de coups d'État qui mettent un fin ou qui mettent en terme chaque fois la volonté des Soudanais de créer un système démocratique. En effet, le dernier coup d'État, c'était en 1900, le dernier coup d'État, pardon, c'était en 2018, et qui est l'origine de cette guerre. Donc voilà, pour revenir à votre question, je vais revenir à quelques années en arrière en partant de 2018. En 2018, il y a eu une mobilisation révolutionnaire qui a débuté au Soudan à la suite de trois crises majeures dans le pays. La première crise, c'était la crise politique qui est caractérisée par l'instabilité dans tous les pays, mais aussi voilà, par le départ massif des Soudanais et notamment les militants politiques opposants Omar al-Bashir. Et la deuxième crise, c'était la crise économique qui est caractérisée par les faillites économiques dans le pays et le perte de valeur des livres soudanaises. Et la troisième crise, c'est une crise sociale. Donc, à la suite de ces trois crises, les Soudanais ont descendu dans les rues pour revendiquer le départ du régime avec de trois revendications précises. La première, c'était liberté, paix et justice. C'était des mots ordre pour la révolution soudanaise. La liberté, c'est la liberté pour tous les Soudanais qui n'ont jamais connu dans leur histoire. Et le paix pour la société soudanaise qui était en conflit et en division en raison de leur couleur de peau, mais aussi de leur religion, de leur région. Et la justice, c'est pour toutes les victimes qui ont, toutes les victimes de l'injustice du gouvernement de frères musulmans dirigé par Omar al-Bashir. Donc voilà, la mobilisation de 2018 s'est déroulée en 6 étapes principales sur lesquelles je vais m'arrêter très vite voilà, avec quelques détails. La première étape, c'était la mobilisation pendant la première vague qui a commencé en décembre 2018 et qui a continué jusqu'en avril 2019. Et cette première étape s'est caractérisée par une mobilisation massive de Soudanais, mais aussi par une répression très violente, et aussi par une détermination des Soudanais et des Soudanaises et par l'organisation syndicale. Cette première étape aussi est caractérisée par la participation des femmes en première ligne du mouvement révolutionnaire. En arrivant en avril 2019 et jusqu'en juin 2019, c'est la deuxième étape de cette révolution qui a commencé et qui est marquée par certains éléments. Le premier, c'était le sit-in de manifestants pendant 45 jours devant le quartier général de forces d'armée, ce qu'on appelle la place de Riada. Et le deuxième, c'est le massacre des manifestants devant le quartier général de l'armée soudanaise. D'ailleurs, ce massacre a fait le mort de centaines de personnes et de perdre aussi voilà, le même nombre qu'on ne connaît toujours pas leur avenir.
Et le troisième, c'était la prise en main de la révolution par l'armée soudanaise. Et c'est là où je rejoins exactement ce que professeur B vient de dire. Et le quatrième, c'est le départ d'Omar al-Bashir et l'émergence de nouveaux visages de son camp politique. Donc voilà, en arrivant en août 2019 et jusqu'en octobre en août 2019 et jusqu'en août 2021, c'était la période où le gouvernement de transition a commencé. Et cette période de gouvernement de transition est caractérisée par certains éléments. Le premier, c'est une alliance entre les civils et les militaires à la suite d'un accord qui a été signé entre le révolutionnaire et l'armée soudanaise. Et le deuxième, c'est une diffusion au sein des civils. Le moment où les civils ils ont commencé à partager le gâteau, entre guillemets, on a vu en fait qu'il y a une diffusion au sein du groupe de civils qui a commencé. Et le troisième, en fait, c'est en faible performance de la part du gouvernement de transition qui n'était pas forcément à la hauteur des attentes des Soudanais et des Soudanaises. Et le quatrième élément, c'est une marche de liberté dans le pays. Et c'est le moment où les Soudanais, ils sont plus sentis de liberté dans leur pays que jamais, voilà, de son histoire. Donc voilà, on arrive au quatrième étape. C'était le moment du coup d'État du 25 octobre 2021 où le général Al-Burhan, avec son allié Mohamed Hamdan Dagalo, le chef de force de soutien rapide, ils ont mis enfin la période de transition et ils ont pris tout le pouvoir en mettant tous les civils en prison, dont le premier ministre Abdallah Hamidou. C'est là où le deuxième étape et le deuxième vague de mobilisation révolutionnaire a commencé et c'est le cinquième étape. Donc voilà, entre octobre 2021 et avril 2023, c'est le deuxième vague de la mobilisation révolutionnaire et qui est marquée par un retour de tous les manifestants dans les rues et la radicalisation des manifestants. Aussi, c'est une période qui est marquée par une répression intense à l'encontre des manifestants. Aussi, c'est une période qui est marquée par l'émergence de ce qu'on appelle le comité de résistance. Et ça, c'est un peu la particularité de la révolution soudanaise, que les gens, ils ont commencé à s'organiser par les quartiers et par l'arrondissement. Ils ont connu par le nombre de comités de résistance. Et le quatrième élément, c'est une proposition de charte pour le pouvoir du peuple. Il s'agit d'une charte qui a été créée par ce qu'on appelle le comité de résistance pour proposer un feuille de route de sortir en fait voilà, de cette crise politique. Donc voilà, on arrive aux sixième étape de, de ce déroulement et qui a commencé en avril 2023 et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la période ou c'est le moment où la guerre a commencé au Soudan. Donc voilà, dès que la guerre a commencé au Soudan, il a mis un terme à toute la mobilisation révolutionnaire dans le pays. Mais aussi, elle a provoqué une catastrophe humanitaire au Soudan et il a fait disparaître la voix de société civile. Mais aussi, il a provoqué le départ massif de Soudanais et de Soudanaises. Donc voilà, la guerre d'avril 2023, c'était, si on peut dire, c'était le fin de la révolution soudanaise qui a commencé avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de détermination d'aller vers un état
démocratique, vers un État laïque, vers un État qui représente tous les Soudanais et les Soudanaises. Donc voilà les éléments déclencheurs de cette guerre. En 2021 et en octobre en particulier, quand les militaires ils ont fait un coup d'État, les Soudanais ils ont largement contesté contre ce coup d'État. Il y a un moment où les militaires ils étaient obligés de revenir de leur décision et d'aller vers les civils pour négocier afin de trouver une solution pour sortir de cette crise. Parce que ça fait un an et demi que les militaires, ils n'arrivent pas à former un gouvernement, qu'ils n'arrivent pas à prendre le contrôle du pays, qu'ils n'arrivent pas à faire arrêter la mobilisation de Soudanais et les Soudanaises. Donc, le moment où les militaires, ils sont revenus de leur décision pour négocier avec les civils, on a espéré que cette discussion va finir par un accord de former un gouvernement civil, un gouvernement de transition qui va nous permettre d'aller vers un système démocratique. Mais à ce moment-là, on a remarqué qu'il y a des accords qui ont commencé à apparaître au sein des militaires. Et quand je parle de militaires, je parle d'un militaire qui est composé de forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo et l'armée soudanaise. Et ça, c'est un peu la particularité du Soudan aussi, que c'est un pays où il n'y a pas un seul armée, il y a 12 armées, on peut dire même 3, 4, 5 et même 10. Donc voilà, à ce moment-là que le conflit a commencé voilà, entre les deux généraux et qui a allé jusqu'à le commencement de la guerre en avril 2023. Voilà, donc c'est un peu là, le déroulement de comment on est arrivé jusqu'à là en quelques étapes. Et, 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 voilà, la situation est continue jusqu'à voilà, aujourd'hui. C'est une guerre voilà, dévastatrice voilà, qui est en train de détruire la vie des Soudanais et les Soudanaises. Mais peut-être on peut voilà, revenir avec quelques détails plus tard. Mais avant ça, voilà, je reviens vers Marion pour... euh, voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Hamad, pour toutes ces précisions qui nous permettent de mieux comprendre comment les événements se sont déroulés, quels sont les éléments déclencheurs de cette guerre. Avant de poursuivre, je veux me tourner vers notre public avant de parler des conséquences de cette guerre, des possibilités, des possibles voies de négociation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous auriez besoin de précisions sur certains aspects? Des questions pour le professeur, pour Hamad. Je crois que Wardgou a un micro pour qu'on puisse tous bien vous entendre. Oui, non, peut-être. Est-ce qu'ici tout est... Ah oui. Bonjour. Merci pour la présentation. C'est belle présentation, je dirais. C'est Souleymane Ly, étudiant en master paix et sécurité. Donc, j'aimerais que quand notre présentateur en ligne, là, il a évoqué de la première gouvern- gouvernance transition, le régime transition. Et aussi, il a parlé d'un acte qui a été signé. Je ne sais pas. Je n'ai pas saisi là. J'aimerais qu'il revienne là-dessus. La composition de ce régime de transition, est-ce que c'était exclusivement des militaires ou bien il y avait une fusion entre militaires et civils? Et aussi, le contrat dont il parlait, c'est quelle forme de contrat? Merci.
Hamad, est-ce que tu as entendu cette question? Pas vraiment, pas vraiment. C'était pas assez clair, pardon. Je n'entendais pas très bien. En fait, on voulait avoir quelques précisions sur le moment où ça a basculé, où après la révolution, la transition s'est installée et entre guillemets tout allait bien. Et quelle était vraiment la nature de l'accord à ce moment-là? Et à quel moment l'accord a été rompu et ces deux généraux sont finalement entrés en conflit? On aimerait quelques Merci, détails sur ce moment-là. merci, merci, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Abdou Faye, étudiant en master en paix et sécurité. En fait, ma position, c'était de savoir quels sont les enjeux régionaux et internationaux derrière ce conflit soudanais. Et aussi, je voudrais savoir, en fait, quelles sont ces puissances étrangères qui s'appuient ces différents conflits, c'est-à-dire c'est entre ces deux généraux-là, c'est-à-dire il y a en fait ce qu'on appelle une assistance derrière ces deux puissances-là. Donc, quels sont ces États qui appuient ces forces armées-là? Merci infiniment pour cette question. Elle est extrêmement pertinente et ça va être l'objet du prochain chapitre au complet, tous ces acteurs étrangers, ces puissances étrangères qui viennent s'occuper de ce conflit qui ne les regarde pas simplement pour leurs propres intérêts. Je vais revenir vers Hamad pour répondre donc à notre première question sur les termes de l'accord de transition qui a mal tourné finalement, Hamad. Merci, merci pour la question. Et au moment où les civils ont commencé à discuter ou à négocier avec l'armée, c'est le moment où la société civile a commencé à diviser pour deux groupes. Entre le groupe qui est très radical et qui revendique de rupture totale avec l'ancien régime, avec l'ancienne histoire, avec les classes politiques soudanaises, et entre l'autre groupe qui était plutôt favorable à la négociation, parce qu'il part du principe que le Soudan, c'est un pays qui est assez fragile, et on a peur qu'on reproduit le même scénario de la Libye, scénario du Yémen, scénario de Syrie. Et, euh, et donc voilà, ça a commencé à voir, ça a commencé à diffuser la société civile soudanaise. Mais malgré tout, le voie de négociation a été plus fort que le voie de radicalisation. Donc voilà, le charte sur lequel ils ont appuyé s'appelle le document constitutionnel. Il s'agit d'un accord pour 3 ans de gouvernement de transition. Dans le premier temps, les militaires vont être à la tête du gouvernement de transition. Et dans le deuxième temps, les civils, ils vont récupérer le pouvoir des militaires jusqu'à la fin de période de transition. Mais le jour où les civils, ou le jour où les militaires, ils ont fini leur période, et avant de faire la passation de pouvoir aux civils, c'est le moment où ils ont décidé de faire le coup d'État. Et à ce moment-là, que même les civils, ils ont diffusé en deux. Parce que il y en a qui étaient plutôt, en fait, voilà, favorables à cette décision. Ils partent du principe que le période de transition n'était pas assez performance et les civils n'étaient pas forcément à la hauteur des attentes des Soudanais et des Soudanaises. C'est pour ça qu'il faut confier le pouvoir aux militaires jusqu'à l'élection. Mais l'objectif des militaires, c'était assez clair de se bagarrer ou de manipuler le pouvoir et faire partir le civil ou faire dégager le civil de participer
le période de transition. Donc voilà, ça c'est le document, voilà, ce qu'on appelle le charte, le document constitutionnel. Pendant cette période-là, le Soudan il se retrouvait encore dans une situation où il y a certaines régions qui étaient hors de contrôle du pays. Et une de ces régions-là, les régions de Darfour, qui a connu en guerre depuis l'époque d'Omar al-Bashir, mais les rebelles, ils n'ont pas fini le conflit avec le début de la révolution. Ils ont revendiqué toujours leurs droits et de négociation dans une situation particulière afin qu'ils puissent en fait voilà, être afin que le problème au Darfour soit résolu de manière exceptionnelle. Donc voilà, c'était un des défis du gouvernement de transition qu'il a pris le contrôle d'un pays, mais il y a certaines régions qui étaient hors de contrôle de pouvoir voilà, central à Khartoum. Et, voilà, pardon, voilà, juste j'enchaîne directement sur la deuxième question qui concerne le présence en fait voilà, de certains pays étrangers ou certaines puissances impérialistes, voilà, si on peut dire, au Soudan. Vous, la situation du Soudan et vous, sa fragilité, c'est un pays en fait qui donne la possibilité pour tous les pays de faire intervenir, mais l'intervention de chaque pays fait la différence. Si on parle du Soudan, on parle de la présence de Russes, on parle de la présence des Chinois, on parle de la présence des Européens, on parle de la présence d'Israël, mais ce qui est plus présent au Soudan, c'est la présence des pays du Golfe. Et ça, c'est un peu la particularité du Soudan. Les pays du Golfe, ils ont l'intérêt directement au Soudan. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, certains pays voilà, du Golfe, ils sont un peu les acteurs principaux de la guerre au Soudan. On peut parler des Émirats unis, on peut parler de l'Arabie saoudite, on peut parler de d'autres pays. Donc voilà, vous le fragilité du pays, que chaque puissance ou chaque pays, une fois qu'il cherche un intérêt au Soudan, il peut trouver ses alliés. Et ces alliés, malheureusement, c'est les élites soudanaises qui n'hésitent pas du tout de formuler n'importe quelle alliance afin que c'est juste en fait dans la propre promesse que cette puissance va leur aider à accéder le pouvoir ou à faire le changement. Donc voilà, pendant la période de transition, on a remarqué que l'armée soudanaise a basculé plutôt vers des pays comme l'Israël, où ils ont signé un accord de normalisation entre le Soudan et l'Israël, mais en même temps, les civils qui étaient au pouvoir, ils ont basculé plutôt vers les pays occidentaux, et notamment les États-Unis et l'Europe. Et pourquoi les États-Unis? Parce que les civils, quand ils sont arrivés au pouvoir, le Soudanais, ils étaient encore, ou le Soudan, ils étaient encore en embargo de la part des États-Unis, avec beaucoup de dettes. Donc voilà, ils ont cherché à trouver une solution de ça, mais comme toujours, en fait, voilà, les États-Unis, ils font du chantage par ce genre de questions. Donc on a remarqué deux camps politiques, l'un qui est plutôt avec les pays du Golfe, avec l'Émirat unis, avec l'Arabie saoudite, etc., mais aussi avec l'Israël, et l'autre camp avec les pays européens et les États-Unis. Ce qui a transformé en fait voilà, le Soudan vers un théâtre en fait de conflits politiques et de conflits d'intérêts entre les pays étrangers. Et ce qui a évalué jusqu'à qu'on arrive à la situation de la guerre aujourd'hui au Soudan.
Merci infiniment, Hamad, pour ces précisions. En effet, comme expliqué, on voit bien que derrière cette guerre qui était initialement civile, on assiste maintenant à ce que certains journalistes appellent une guerre froide qui s'est déplacée en sol africain. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Ça se passe au Soudan et ça se passe aussi dans d'autres pays d'Afrique. Donc, j'aimerais peut-être, comme suggéré par cette personne dans le public, que maintenant nous parlions peut-être un petit peu plus de ça. On sait de sources sûres, par exemple, que les forces de soutien rapide sont financées par les Émirats arabes unis, qui eux-mêmes sont financés par les États-Unis. Ce sont des faits, ce ne sont pas des spéculations, ce sont des faits. On sait que la Russie envoie des troupes en disant qu'il va y avoir entraînement pour soutenir l'armée soudanaise, mais une fois que ces Soudanais sont formés, ils sont en charge de surveiller les mines d'or qui sont pillées et tout cet or part en Russie. On le sait de sources sûres. Et on sait qu'il y a seulement 30% qui passent par le système légal, donc 70% qui passent par d'autres systèmes. Et ce ne sont pas des spéculations, ce sont des faits avérés. Donc on voit bien que les deux blocs anciennement de la guerre froide se retrouvent ici de nouveau et se font face en sol africain. Ceux qui en paient le coup, ce sont les populations soudanaises. Au Soudan, les déplacés, c'est la plus grande crise humanitaire actuelle. Il y a plus de déplacés au Soudan qu'à Gaza. Et ça, on ne le sait pas et on ne le dit pas. Donc je repose la question différemment. Cette guerre est-elle oubliée ou cette guerre est-elle volontairement ignorée? Parce qu'on arrive à un point de rupture. Actuellement, les femmes au Soudan se suicident, vont dans les rivières et se suicident plutôt que de se faire violer une fois encore par les forces de soutien rapide qui sont soutenues par les Émirats arabes unis, qui sont soutenues par les États-Unis. Et en même temps, les hommes sont entraînés pour surveiller les mines pour que la Russie puisse piller l'or. Alors ça, c'est des choses qu'on ne dit pas souvent dans les conférences, c'est des choses qu'on ne dit jamais dans les médias, mais c'est la situation actuelle du Soudan. Et merci infiniment à cette personne dans le public d'avoir amené ce sujet-là, car c'est aussi de ça dont il faut parler. Et j'aimerais entendre nos deux invités sur ce point, parce que les pétitions que nous faisons signer aujourd'hui vont dans ce sens, pour demander à la communauté internationale de respecter la non-ingérence dans les conflits africains. Parce qu'on sait très bien pourquoi ils sont là. Et j'aimerais vraiment entendre nos invités sur ce point. Merci beaucoup, Marion. Oui, je pense que c'est une question très pertinente. Si vous avez suivi ma présentation, j'avais débuté par faire la situation géostratégique du Soudan. C'est pour montrer un peu que, en fait, le Soudan fait l'objet de convoitises sur le plan international, n'est-ce pas, de par sa position. Parce que le Soudan est un pays tampon entre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, n'est-ce pas? Le Soudan est très proche de l'Arabie saoudite et on sait que les États-Unis ont des intérêts stratégiques dans ce pays-là et que les États-Unis considèrent que le Soudan doit être un pays stable et font tout par des moyens détournés pour soutenir le général Burhan, n'est-ce pas? Il y a aussi la main de l'Égypte. Donc, les gens sont, comme l'a dit Marion, le pays est un théâtre d'affrontement des grandes puissances de manière indirecte. La Russie est présente avec ses milices Wagner, n'est-ce pas? Donc, ce qui est problématique, c'est que, comme je l'ai rappelé tantôt, moi j'aime toujours comparer, ces mêmes problèmes-là sont observés aussi dans d'autres pays, dans d'autres pays qui connaissent des conflits en Afrique, n'est-ce pas? Donc, oui, les grandes puissances cherchent à se positionner
et finance moi je les appelle les groupes privés en fonction de leurs intérêts, en fonction des intérêts stratégiques qu'ils ont, que ce soit la Russie principalement et les États-Unis. Les États-Unis cherchent à éviter l'influence russe dans cette zone-là, parce que c'est une zone très stratégique, ouverture sur la mer Rouge, voilà, donc c'est quand même assez spécifique. Déjà, le fait qu'il y ait un désordre dans le Proche-Orient, déjà, gêne beaucoup les Américains. Et donc, ils veulent tout faire pour stabiliser cette zone-là, quitte à financer des groupes, des acteurs privés pour, voilà, pour stabiliser ce pays-là. Et les Russes aussi sont extrêmement présents dans la zone, comme elle l'a rappelé. Donc, on peut dire que le Soudan peut-être est victime de ses ressources ou de sa position géostratégique. Voilà, quelques éléments de réponse que je pouvais peut-être donner, donnant la parole à mon co-débatteur qui pourrait peut-être approfondir. Merci. Ahmad, si tu nous entends, est-ce que tu veux intervenir sur cette question? Oui, je vous entends. La Merci, parole. merci. Merci encore une fois, professeur B. Je commence par dire ou par préciser que le conflit aujourd'hui au Soudan entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Et l'histoire de forces de soutien rapide, comme je venais de dire tout à l'heure, en fait, c'est un groupe paramilitaire qui a été créé par l'armée soudanaise elle-même pour se battre contre le rebelle dans les régions de Darfour. Mais cette milice, au fur et à mesure, est devenue en puissance plus forte que l'armée soudanaise. S'il arrive ou si elle arrive à être en puissance plus forte que l'armée soudanaise, c'est parce que cette milice a eu de soutien de certains groupes importants. Un de ces soutiens-là, un de ces soutiens, c'est le soutien de l'Union européenne. Parce que en 2010, il y a eu un accord qui a été signé entre le gouvernement soudanais et l'Union européenne pour contrôler l'immigration aux frontières entre le Soudan et le Libye. Et cet accord, pour l'objectif de mettre en place une armée soudanaise qui essaie de prendre le contrôle de tous les migrants qui passent de l'Éthiopie à Érythrée, à Soudan et d'aller vers la Libye avant d'arriver en Europe par la Méditerranée. Mais le jour où le gouvernement soudanais a signé cet accord, a dédié ou elle a confié le responsabilité aux forces de soutien rapide, qui a largement profité du soutien de l'Union européenne dans ce cadre. Il s'agit de soutien financier, technologique, etc. Et ça a permis ce groupe à grandir et devenir une puissance assez importante. Aussi, ce groupe, en fait, elle a pu créer du lien privilégié avec des pays du Golfe dans le cadre de coalitions aux guerres au Yémen. Parce que le chef de force de soutien rapide s'est débrouillé pour envoyer des soldats soudanais au Yémen de participer à la guerre contre le groupe de Houthi. Donc voilà, il a largement aussi profité de soutien des pays du Golfe et qui a permis en fait voilà, de grandir ce groupe pour qu'il devienne un groupe si puissant. Et le troisième, c'est le contrôle des mines d'or. Ce que voilà, Marion venait de dire, qu'en fait, il contrôle presque ou quasiment une région entière du Soudan qui est riche par des sources naturelles et notamment le mine d'or. Donc voilà, grâce à ça, il a pu
il crée du lien privilégié et directement, même sans passer par l'État central, avec certains pays comme la Russie et les Marathonies et d'autres pays. En échange, il reçoit des armes, des voitures, d'équipements militaires. Donc voilà, le jour où l'armée soudanaise a eu l'impression que les forces de soutien rapide est devenue en puissance plus importante que l'armée soudanaise elle-même, elle a commencé de réduire les activités de ce groupe. Mais le groupe, il résiste. Il ne va jamais lâcher tout ce qu'il a pour accueillir de manière voilà, assez simple et si facile comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu la création en fait voilà, de ce groupe. Mais pour revenir un peu sur la situation humanitaire qui a été provoquée par les guerres, la particularité de le conflit au Soudan, c'est qui a commencé en fait au cœur de la capitale soudanaise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que le Soudan, c'est un pays fragile. C'est un pays qui ne peut pas supporter la guerre. On peut dire que voilà, c'est le cas de tous les pays, mais le Soudan, c'est encore plus parce que son économie qui est assez fragile et son système politique et social est assez fragile aussi. Donc voilà, c'est un pays qui ne peut pas supporter la guerre, même pas quelques heures. C'est la raison pour laquelle le jour où la guerre a commencé à Khartoum, les Soudanais ont commencé à fuir leur foyer en allant vers l'étranger. Pourquoi? Parce que dès les premières heures de conflit, on a remarqué qu'il y a une pénurie d'essence, il y a une pénurie de liquide, il y a une pénurie de premières nécessités dans tous les pays. Donc, la situation est devenue insupportable dès les premières heures du conflit au Soudan. Au fur et à mesure, le conflit continue, les situations empirent. Donc voilà, au bout d'une semaine, on a commencé à parler de la famine, on a commencé de parler de certaines maladies comme le choléra, on a commencé à parler de Soudanais qui essayent de fuir et partir à l'étranger, mais ils sont morts aux frontières, ils sont morts au Sahara, et on a commencé à parler de centaines ou dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, etc. Donc voilà, jusqu'à qu'on arrive aujourd'hui dans une situation où au moins 15 millions de Soudanais et de Soudanaises, ils ont dû quitter le Soudan en allant à l'étranger. Il y a 10 millions de déplacés dans les camps de déplacés au Soudan dans des conditions extrêmement précaires. On compte également 1 million où il y a il y a dizaines, pardon, il y a centaines de milliers de personnes voilà, qui sont mortes aujourd'hui et les destructions massives en fait voilà, dans tous les pays. Donc voilà ce qui a provoqué cette guerre. Mais au milieu de tout ça, il y a une absence totale d'organisation internationale, mais aussi un silence surprenant de la part de la communauté internationale. De là où j'habite aujourd'hui en France, on parle beaucoup de conflits partout dans le monde parce qu'on estime en fait voilà, que les pays européens, ils ont une certaine responsabilité sur ce qui se passe dans le monde, ce qu'ils ont revendiqué et ce qu'ils ont déclaré depuis toujours. On parle depuis ici de Gaza, on parle depuis ici du Liban, on parle depuis ici de l'Ukraine, mais on ne parle jamais du Soudan. Et quand vous venez de dire à Marion que c'est une guerre qui n'est pas moins radicale de ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, cet silence surprenant de la part de communautés internationales, en premier les États-Unis, qui ne parlent jamais aujourd'hui de ce qui se passe au Soudan.
de la part des Nations Unies. Et vous avez raison, monsieur le professeur, de dire qu'il ne faut pas compter sur les Européens, mais quand les Européens ils déclarent qu'ils ont la responsabilité d'assurer la sécurité du monde, d'assurer la stabilité dans le monde entier en créant certaines institutions comme les Nations Unies. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont le devoir quand même d'agir et de réagir face à situation comme ce que se passe au Soudan. Mais malheureusement, dans le cas soudanais, même si elle intervient toujours en fait voilà, de manière négative. C'est la raison pour laquelle les Soudanais aujourd'hui, ils ont le sentiment, ils ont l'impression d'être abandonnés, d'être oubliés, d'être négligés par la communauté internationale. Voilà, donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Et en parallèle de ça, voilà, il y a le Soudanais qui est mort, il y a des Soudanais qui essayent toujours en fait voilà, de partir, il y a le camp de réfugiés, il y a le camp de déplacés, il y a le famine, il y a le choléra, il y a toutes sortes voilà, de misère et de précarité au Soudan et ailleurs. Merci beaucoup, Hamad, pour toutes ces précisions. Je voyais des messages de Zoom pendant la présentation. Est-ce qu'il y a une question, Ouardougou, qui... Oui, est-ce que c'est possible que quelqu'un sur Zoom prenne la parole? Oui, bonjour à tout le monde. Merci d'abord de m'avoir accordé la parole. J'espère que vous me recevez. Parfaitement, vous pouvez continuer. D'accord, merci. Je vais commencer d'abord par vous présenter mes excuses, Marion, parce que je vous avais promis d'être présent là-bas, mais pour des raisons liées à quelques contraintes, je n'ai pas pu me rendre là-bas. Donc, je vais en tout cas essayer de vous poser la question, mais avant cela, j'aimerais intervenir sur un aspect par rapport à ce que vous avez mentionné dans vos propos en disant que le conflit au Soudan est un conflit qui est en tout cas oublié. Il fait partie de ces conflits-là qui sont oubliés. Et je pense que dans le cadre de notre cours en Master 1, je pense que le professeur Mariam Sissi avait en tout cas caractérisé ce conflit-là comme étant l'un des conflits oubliés, en tout cas au niveau du continent africain. Parce que c'est un conflit qui est oublié, parce que les médias, vous l'avez mentionné, les médias n'en parlent pas, la communauté internationale aussi n'en parle pas, et cela fait depuis quelques années que le conflit perdure et qu'il n'y a pas de solution par rapport à ce conflit-là. Un autre aspect que j'aimerais aussi souligner, et je pense que je vais par là poser la question au professeur Mouché Bey, qui a en tout cas souligné cet aspect-là, c'est-à-dire par rapport aux solutions, comment faire en tout cas de façon endogène pour apporter des solutions par rapport à ce conflit-là. Et je pense que c'est mon avis. Et ne faudrait pas attendre la communauté internationale parce que nous l'avons vu, tous les conflits qui se déroulent au niveau du continent africain sont en train de prendre de l'ampleur parce qu'on est en train d'attendre des solutions provenant de l'extérieur. Alors que nous, en tant qu'Africains, on a la possibilité d'apporter des solutions par rapport à ces conflits-là. Et je pense que c'est par rapport à travers la société civile qu'il faudrait en tout cas lancer l'action pour en tout cas permettre à toute la communauté de pouvoir en tout cas faire connaissance de ce conflit-là et apporter des solutions. Et par là, et quand on a une société civile qui est en tout cas pour la majeure partie exilée, est-ce qu'il serait possible en tout cas d'apporter des solutions par rapport à ce conflit-là en partant en tout cas des mécanismes endogènes de résolution de ce conflit-là? Je vous remercie. Je n'ai pas pu me présenter, c'est Djibi Ndiaye, étudiant en Master 2, politique publique en même temps, paix et sécurité. Je vous remercie.
Merci infiniment pour votre intervention qui nous permet donc effectivement de faire la transition sur le dernier chapitre de notre conférence. Les solutions. Quelles sont les solutions, professeur, qu'on peut imaginer à ce conflit? Ah, nous avons une question. Excusez-moi, Ouardougou, si nous avons le micro. Excusez-moi, la parole est à vous. Alors, bonjour à tout le monde. Merci, professeur, de nous avoir fait cette brève présentation du Soudan, également à M. Amal Kaban. Donc, sur la question soudanaise. Donc, à la réponse de cette question, le Soudan, comment en est-il arrivé donc, à la guerre soudanaise? Donc, Monsieur Bey, donc vous êtes revenu sur la question de l'Égypte, donc le lien qui existait entre l'Égypte et le Soudan. Donc, moi, j'ai une contribution à faire par rapport à cette question. Donc, d'abord, c'est à l'ADCC, étudiant en première année en master en paix et sécurité. Donc, la question soudanaise, donc, on sait que le Soudan était un espace, comme l'a souligné, géostratégique, mais qui a toujours abrité des conflits. Donc, depuis des années 55 jusqu'à nos jours, donc, c'était un pays qui a toujours été conflictuel. Donc, aussi, le lien qui liait le Soudan et l'Égypte, c'était un lien particulier parce que l'Égypte a toujours voulu influencer administrativement le Soudan. Donc, quand il avait occupé le Soudan du Nord pendant quelques années, pendant beaucoup de décennies, avant même aussi de conquérir aussi le Soudan du Sud, mais également avec une autre possession en tout cas sous l'influence britannique, avec aussi la création du canal de Suez. Donc, ce qui veut dire que le conflit soudanais a donc été longtemps. Donc, pour juste revenir, mais aussi en 55 et 56, quand le Soudan a accédé à l'indépendance, et avant même bien avant l'indépendance, en 1956, on verra qu'il y a là ce qu'on appelle la première conflit soudanaise, donc de 1955 à 1983, qui a été résolu par ce qu'on appelle le traité de 1983, qui a essayé un peu de donner l'autonomie au Soudan du Sud. Mais également, à partir de 1983 jusqu'en 1985, ce traité n'a pas été conclu. C'est la deuxième guerre, avec l'arrivée au pouvoir de Gafar Nimera, donc qui va essayer un peu de mettre fin à cette autonomie du Soudan du Sud. Donc, ceci va un peu influencer les Soudans du Sud, avec aussi cette partie du Soudan qui a ces ressources qui sont là, qui lui donnent la puissance, va essayer un peu de s'activer la guerre. Mais continuant de cela, il y a ce qu'on appelle aussi de 2005 de 2006, de 2003 à 2006 aussi, il y a ce qu'on appelle le conflit de Darfour, donc qui a été déclenché par deux choses. D'abord, la sécheresse qui était là, quand les Arabes qui étaient au notre côté ont été chassés par la sécheresse, qui étaient des éleveurs, et ils sont arrivés au niveau du centre du Soudan. Justement, ils ont trouvé là-bas des agriculteurs. Et on sait tous que le conflit toujours qui a existé entre les éleveurs et les agriculteurs était toujours, en tout cas, un moment de tension et tout. Et cela aussi va déclencher. Et d'autre côté aussi, il y a ce qu'on appelle la formation des groupes rébellion au niveau du Soudan aussi, qui va aussi s'activer, en tout cas, ou bien qui va donner aussi cause également du conflit du Soudan. Donc, justement, pour évidemment revenir sur les questions d'actualité aujourd'hui, avec aussi le conflit de ces deux tyrans-là, de ces deux militaires au pouvoir, donc à partir de ce qu'on appelle le Conseil des souverains. Donc, justement, c'était, bon, vu que le temps nous occupe, je vais justement être là juste pour conclure sur ce point qui était très intéressant entre la guerre de ces deux colonels-là. Donc, Emeti également, après juste la destitution au pouvoir d'un tyran qui était là depuis 30 ans. Donc, cela a marqué par ce qu'on appelle, ce sont des conflits d'idéologie, parce que il y a ce qu'on appelle, l'autre camp voulait émettre des lois islamistes, donc qui n'est pas du tout en faveur des autres camps, et l'autre camp aussi qui essaie tout simplement de maintenir le pouvoir. Donc, ce sont des questions de pouvoir qui ont déclenché cette guerre-là. M. Bey a bien fait de revenir. Je veux juste revenir sur l'historicité un peu de la guerre soudanaise, qui était aussi très intéressant aussi à rappeler. Donc aussi l'influence aussi. J'aimerais juste que le professeur Bey puisse revenir sur toutes les influences extérieures aussi qui jusqu'à présent ne font pas, font alimenter cette conflit soudanais. Merci beaucoup pour votre attention. Nous avons 2 ou 3 autres questions dans le public. Voilà, synthétiser quoi. Oui, car nous voulons répondre à toutes les questions. Bonjour à tout le monde.
j'aimerais poser une question de savoir, d'après en tout cas les deux interventions des professeurs Bey et Gamal, je ressens vraiment l'approche extérieure dans les conflits africains. Donc, j'aimerais vraiment que les deux conférenciers peuvent revenir sur la question interne, surtout l'ingérence des pays africains, l'exemple de l'Égypte et du Tchad en particulier. Et pour le Tchad, j'aimerais également que Jamal me revienne sur la question des mercenariats euh, qui se, qui se favorisent vraiment dans la guerre du Soudan. Donc, c'est une guerre soudanaise, mais les pertes, c'est des pertes tchadiennes. On ressent vraiment dans les deux côtés, à côté des Métis, les frères arabes tchadiens qui perdent leur vie de temps en temps. Et puis également de l'autre côté, l'intervention également des philosophes général Mini, qui était vraiment aidé par les frères, en tout cas nos frères tchadiens, les Arawa en particulier. Donc, j'aimerais vraiment qu'il me revienne sur la question africaine. Toujours, on responsabilise nos conflits, nos problèmes à l'extérieur, comme on appelle l'Occident, toujours l'Occident. Et pourtant, on est toujours responsable, on se collabore avec eux pour la destruction des causes africaines. Donc, je m'arrête là. Excusez pour avoir aidé. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je magnifie la présentation des deux professeurs, le professeur Bey et le professeur Gamal. Je ne serai pas long, rassurez-vous. C'est juste par rapport au mécanisme endogène de règlement des conflits. Voilà, par rapport à ces mécanismes-là, quelle doit être en fait la posture en fait des instances sous-régionales, c'est-à-dire comme l'Union africaine ou les organisations sous-régionales. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Omar Moussa. Je suis étudiant en fin de cycle de master droit privé. Donc, j'ai juste une petite question transitoire, peut-être qui permet de passer vers les solutions. Tout à l'heure, un intervenant avait un peu brossé, y compris Jamal, la présence des troupes rebelles de Darfour, qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de jouer un rôle stratégique dans les conflits. Et ils sont entrés en guerre, non pas pour trouver une solution, disent-ils, mais pour préserver l'intégrité de leur territoire. Souvent, lorsqu'ils font des interviews ou des auditions avec des journalistes, ils ont tendance à les dire, nous sommes entrés en guerre parce que notre famille souffre à Darfour et nous sommes rentrés de la Libye pour préserver l'intégrité de notre territoire. Donc, c'est une question qui inquiète parce qu'on se demande quel sera l'essor du Soudan durant la période post-conflit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque nouveau de fragmentation du territoire? Merci. Bonjour à tous. Je me nomme Samba Diallo, je suis étudiant en Master 1 PE Sécurité. Merci aux différents intervenants par rapport à votre présentation. Moi, j'avais juste une préoccupation, ce qui nous amène même au dernier chapitre. On constate toutes que l'histoire ne cache pas que la succession de systèmes autoritaires aboutit difficilement à la mise en place d'états de droit, lorsque les forces politiques et sociales favorables à une évolution ont été durablement écrasées par l'état autoritaire. En Afrique, on constate que les conflits ont engendré des déplacés, mais aussi beaucoup de morts, et ce qui n'attire pas la communauté internationale. Tantôt, on l'a soulevé. Ce qui veut dire que les conflits en Afrique n'ont pas une portée mondiale. Et dans une déclaration de l'unité africaine, dans un ouvrage dénommé l'UA et les règlements des conflits de Meledji, l'Union africaine, dans sa déclaration, nous dit qu'aucun facteur n'a autant contribué aux problèmes socio-économiques actuels de notre continent que le fléau des conflits intra- et interétatiques. Ces phrases saisissantes me permettent de poser la question, est-ce que l'Afrique a-t-elle un avenir pour un paix durable? Je vous remercie. Merci à tous pour ces excellentes questions qui effectivement sont une parfaite introduction au dernier chapitre de notre conférence, l'avenir. Donc, entre le conflit interne dont nous avons longuement parlé, les influences occidentales qui existent, les pays voisins qui
qui malgré eux, parfois se retrouvent faire partie de ce conflit ou sont déstabilisés par ce conflit. Comment parvenir à asseoir tous ces gens-là autour de la table et à parler de solutions durables, comme vous le dites, et qui ne soient pas un retour à un autre régime autoritaire, comme on l'a vu dans de nombreux conflits africains. Professeur, sur cette délicate question, je vous laisse commencer. Donc, il y a eu beaucoup de questions assez intéressantes qui ont été posées par rapport aux perspectives de solutions par rapport à ce conflit et pour éviter un retour à la case de départ. Donc, moi, je reviens sur ce que j'avais dit. Je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose des puissances étrangères. Ce que Ahmad vient de dire corrobore parfaitement cette idée-là. On a vu l'implication des acteurs internationaux, leur main sur ce conflit-là. Donc, je pense qu'il faut que les Africains fassent preuve d'ingéniosité et d'innovation pour un peu proposer des solutions dans la résolution de cette crise-là. Maintenant, que fait le système des Nations Unies? Il y a un étudiant qui a parlé de ça, je pense que c'est Ndiaye. Donc, il faut savoir que les Nations Unies ont un mécanisme qui d'ailleurs a été activé dans le passé face à ces situations extrêmement compliquées. Les partisans de la souveraineté de l'État, de l'inviolabilité de la souveraineté de l'État peuvent être choqués. Mais il y a des États, des situations dans lesquelles les États ont été mis sous tutelle. C'est un dispositif qui existe pour régler le problème de manière définitive. Au Kosovo, après la guerre, l'État a été mis sous tutelle. Si les acteurs internes ne peuvent pas s'entendre pour régler le problème, en fait, le gendarme international, entre guillemets, l'Organisation des Nations Unies qui a été instituée pour pacifier les relations internationales, a des instruments juridiques pour régler ce problème-là. Premier élément, l'État peut être mis sous tutelle. Donc, on met en place un gouvernement transitoire pour redresser le pays. Voilà. Mais je trouve que, mais je pense que ça, c'est une solution et je comprends certains qui ne peuvent pas être d'accord par rapport à cela parce que c'est une solution quand même qui remet en cause les principes de la souveraineté de l'État, n'est-ce pas? Donc, l'autre élément, Hamad a parlé de l'implication des femmes dans la résistance. L'implication des femmes dans la résistance. Quand il y a eu les manifestations au Soudan, les femmes ont été des acteurs. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger leur rôle dans le processus de construction de la paix parmi les mécanismes endogènes. Et il y a même une résolution des Nations Unies qui va dans ce sens-là, qui va dans le sens d'impliquer les femmes dans les stratégies de construction de la paix. Donc ça, c'est un élément important. D'autant plus que ces femmes-là ont joué un rôle important dans la révolution de 2019, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça, c'est un élément aussi qu'il faut noter. Donc, j'avais noté l'autre élément aussi, vous avez parfaitement raison. Nous, d'habitude, en Afrique, nous victimisons en considérant que le mal nous vient fondamentalement de l'Occident. Je suis désolé, vous avez raison de dire qu'il y a une part de responsabilité des Africains sur la situation. Vous l'avez très bien montré qu'il y a l'implication des pays comme le Tchad, l'Égypte, qui quand même tirent aussi les ficelles. Donc, quelle est notre part de responsabilité, nous, Africains, devant ces problèmes? Je pense que nous devons les assumer pleinement et ne pas nous cacher, considérer que tous les problèmes nous viennent de l'extérieur. Donc, il faut quand même jouer, que l'Afrique joue pleinement son rôle. Et ça me permet de revenir sur la question de Cheikh Nafal qui demande en fait l'implication de l'organisation continentale. Moi, je pense que l'Union africaine doit jouer son rôle. L'Union africaine doit jouer son rôle. Parce que le passage de l'OUA à l'Union africaine en 2001 l'objectif principal était de prendre en charge ces nouvelles formes de conflits qui sont extrêmement complexes
Et je pense que l'Union africaine a des instruments et des outils qui doivent dépasser la simple condamnation, les appels, etc. Donc, l'Union africaine doit jouer extrêmement, de manière très ferme, son rôle. Par exemple, l'OUA était limité. Par exemple, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États limitait la portée de l'action de l'organisation continentale à l'époque. Mais ce principe-là a été tempéré en 2001 avec la mise en place de l'Union africaine. Donc, je pense que l'Union africaine a des outils aussi et des instruments qui peuvent être activés pour jouer pleinement son rôle dans la résolution de ce conflit-là. Il y a quelqu'un aussi qui a parlé de la société civile exilée. Je pense que c'est Ndiaye, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Et l'autre, comment je t'appelle? Non, c'est... Non, Diallo, Samba Diallo aussi a parlé d'une société civile écrasée, n'est-ce pas, par un régime autoritaire. Donc, on a deux problèmes ici. Ça dit que la nature, la configuration du régime politique, pendant longtemps, ne permet pas, ou bien ne permet pas le développement d'opposition. Historiquement, cela limite la capacité d'action au niveau du pays. Mais, comme je l'ai dit, il ne faut pas sous-estimer les actions qui peuvent être posées à l'extérieur, n'est-ce pas? Même si les réseaux diasporiques sont assez dispersés, je pense qu'ils peuvent poser des actes sur le plan international, des actes symboliques. Voilà. Je me souviens à l'époque quand Kabila voulait rester, voilà, les gens posaient des actes au niveau du Parlement européen, les gens, de manière symbolique. Voilà. De manière symbolique, les gens manifestaient, 4 personnes, 5 personnes, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger la portée symbolique de ces actes-là qui peuvent être posés par les réseaux diasporiques au niveau international, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est des pistes qui peuvent être, renforcées et creusées pour un peu renforcer la sensibilisation par rapport à l'oubli autour de ce conflit-là. Voilà, je donne la parole à Ahmad, peut-être pour revenir sur certains, ou bien à Marion. Ahmad, avant de t'entendre sur cette question donc de l'avenir et des possibilités de solutions, je voudrais également te ajouter une dernière question et peut-être te demander de revenir sur les discussions de paix, les conférences de paix qui ont eu lieu déjà à 3 reprises, je crois, pour le Soudan et qui ont toutes échoué. Qui étaient porteuses d'espoir et qui finalement ont échoué. Pourquoi? Si cela peut diriger un petit peu ta réponse, parce que les efforts ont été faits, mais malgré tout, on n'est pas parvenu à ramener la paix au Soudan. Et peut-être que tu peux nous parler un peu plus en détail de ces conférences et de ces accords qui n'ont pas abouti. Merci pour ton intervenant et merci pour les questions qui ont été posées. En effet, ce sont des questions importantes que nous amènent encore une fois au corps du sujet et la discussion concernant la situation au Soudan. Et pour commencer par la question de Marion, c'est depuis le début de la guerre, il y a eu quelques tentatives de négociation entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le premier a commencé à Jeddah, c'est la ville de l'Arabie Saoudite, et il s'agit d'une initiative américaine en partenariat avec l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est une initiative qui a conduit à cesser les feux à plusieurs reprises, notamment pendant les premières semaines de la guerre, et qui a permis les civils de sortir de zones où ils étaient siégés. Mais son initiative, en fait, qui n'a pas pu aller loin, parce qu'on a marqué le manque de confiance de la part de deux parties, que ce soit envers les États-Unis ou bien l'Arabie Saoudite.
Deuxième initiative qui a été lancée par les pays d'IGAD, c'est l'organisation régionale des pays sud et l'est africains. Mais vous, la situation tendue entre l'armée soudanaise et les pays d'IGAD, qui sont accusés par l'armée soudanaise d'être un peu d'être un peu dans le soutien, les forces de soutien rapide, vous, leur lecteur sur la situation au Soudan. C'est une initiative, en fait, dans laquelle pas pour aller loin et il n'y a pas pour donner ses résultats et ses fruits. Troisième initiative, en fait, voilà, c'est l'initiative de Genève qui a été lancée encore une fois par les États-Unis. Mais l'armée soudanaise a s'abstenait de participer à cette discussion-là. Donc voilà, toutes les initiatives qui ont été lancées sont des initiatives fragiles et timides. Mais à mon avis, le corps de problème, c'est pas là. Vous, qu'en fait, voilà, la guerre au Soudan, c'est le résultat d'un problème historique. Et j'ai commencé par dire qu'en fait, notre problème, c'est un peu l'héritage d'un système colonial, mais aussi en fait un échec interne de notre part, nous, en tant que Soudanais. Pourquoi je dis, ou j'insiste sur le fait que c'est un résultat de héritage colonial? Parce que la première guerre qui a eu lieu au Soudan, c'est les guerres du Soudan du Sud. Et les guerres du Soudan du Sud, c'est parfaitement les résultats de l'héritage colonial et qui nous a fait hériter en région sous-développée, en région qui était maltraitée, en région qui était séparée de le reste du Soudan. Mais tout d'un coup, le système colonial a décidé d'intégrer cette région dans le reste du Soudan. Et c'est là où le Soudan du Sud, ils ont commencé à sentir, où ils ont commencé à avoir un sentiment d'injustice, un sentiment de mépris de la part des Soudanais du Nord. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pris les armes dès 1956, pardon, contre l'État central au Soudan. Et pour la même raison, les régions de Darfour, qui étaient dans une situation un peu particulière, mais par l'effort du système colonial qui a été intégré dans le reste du Soudan. Et donc, ces deux régions où il y a plus de conflits, où il y a plus de problèmes au Soudan, ce sont des régions qui ont été préservées, qui ont été marginalisées, qui ont été coupées de le reste du Soudan par le système colonial. Donc voilà, ça se pousse en fait voilà, la question de frontières. Et là où je vais parler aussi de mercenariat qui a été poussé en fait voilà, par un de ces intervenants. Aujourd'hui, en fait, même les frontières soudanaises n'est pas claire. Et le cas du Tchad ou de mercenaires tchadiens, il peut bien incarner cette question-là. Parce que quand un groupe ethnique à moitié au Tchad et l'autre moitié au Soudan, on voit que ceux qui sont au Soudan, ils s'intègrent dans un conflit comme le conflit d'aujourd'hui, bah, bien sûr, les Tchadiens qui font partie du même groupe ethnique, ils ne vont pas regarder de loin et considérer comme il n'y a rien qui est en train de se passer. Le contraire, comme leur frontière est ouverte entre le Soudan et le Tchad, et c'est ça qui incite en fait voilà, des gens pour venir en fait comme de soutien de l'extérieur pour leurs frères et sœurs qui sont au Soudan. Donc voilà, et ça se pousse en fait voilà les questions de frontières qui est un peu l'héritage de conférence de Berlin et qui se pousse un énorme problème aujourd'hui au Soudan, à l'est comme l'ouest et au sud comme au nord. Le deuxième problème, ce qui est principal pour moi, c'est l'échec en fait voilà, du Soudanais. Et de l'indépendance,
les Soudanais étaient toujours dans les recherches de solutions de l'extérieur. Et ça s'incarne par la proposition ou le programme politique, en fait, qu'on le propose par le parti politique au Soudan. Tous les programmes qu'ils ont proposés par le parti politique au Soudan, ce sont des programmes, en fait, qui viennent de l'extérieur, qui ont été déjà appliqués dans certains contextes. Et les Soudanais, ils essaient en fait de couper-coller les mêmes systèmes pour appliquer au Soudan. Et on peut citer en fait voilà, l'exemple de Renaissance arabe. C'est un parti qui existe dans certains pays arabes, notamment en Irak, en Syrie, etc. Et les Soudanais, depuis toujours, ils cherchent d'appliquer le même système politique qui a été appliqué en Irak ou bien en Syrie. Et c'est là le problème. Et comment c'est pourquoi? Parce que on n'est pas dans le fond de le sujet, on n'est pas en train de parler et discuter des problèmes de Soudanais et de Soudanaises en détail. Le contraire, on essaie en fait voilà, de couper-coller un système qui existe déjà, qui ne parle pas aux gens, qui ne traite pas les problèmes de manière à approfondir et qui ne répond pas à certaines questions. Et c'est là aussi, je vais rejoindre directement sur la nature en fait voilà, de conflit au Soudan aujourd'hui. Il y en a qui disent que c'est un conflit ethnique, certains disent que c'est un conflit idéologique, et d'autres disent que c'est un conflit régional entre les régions soudanaises. Et pour moi, tout ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que si on parle d'un conflit régional, bien sûr, on est face à un problème entre les régions de Darfour avec l'État central. Et ça, c'est un conflit qui existe depuis toujours, même s'il prend plusieurs formes au fil des années. Si on parle d'un problème ou un conflit idéologique, ça c'est vrai, parce que les frères musulmans, ils ont pu imposer une idéologie qui ne représentait pas tous les Soudanais, et c'est qui a amené certaines personnes, en fait, voilà, d'opposer cette idéologie de manière brutale jusqu'à qu'ils prennent les armes contre l'État central. Si on parle de problèmes de marginalisation, le problème de discrimination, le problème de racisme, ça on incarne aussi dans le conflit ou sur le conflit actuel. Donc voilà, je pense que le conflit qu'on a au Soudan, est ouvert pour tous les lecteurs, en fait, voilà, lecteurs politiques, que ce soit, en fait, voilà, sur le base idéologique, que ce soit sur le base, en fait, voilà, ethnique, et que ce soit sur le base raciale, etc. Parce que le conflit est extrêmement complexe. Autre chose, en fait, voilà, il y a les questions d'Égypte qui a été évoquée à plusieurs reprises. Et la relation entre l'Égypte et le Soudan est assez complexe depuis toujours. Et pour votre formation, l'Égypte, c'est un des pays qui a colonisé le Soudan en alliance avec l'Angleterre. Du coup, l'Égypte considère toujours le Soudan comme son arrière ou son jardin arrière, où il a le droit de profiter de toutes les sources naturelles, ou a le droit de considérer le Soudan comme le pays qui doit sécuriser les frontières égyptiennes et garder ses intérêts. Et ce qui a provoqué, en fait, voilà, un des éléments provocateurs de cette guerre, c'est l'implication d'Égyptiens dans les affaires soudanaises. Et pourquoi? Parce que récemment, il y a tout un conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie autour du barrage du Nil, ce qui a amené l'Égypte de créer une alliance très forte avec l'armée soudanaise. Et pour sécuriser l'armée soudanaise et pour lui donner la possibilité de contrôler le pays tout seul afin qu'il puisse défendre des intérêts de l'Égypte face à la question de l'eau
de Nil. Directement, les forces de soutien rapide ou l'Éthiopie a cherché de créer d'alliances avec les forces de soutien rapide et de le soutenir pour arriver au pouvoir afin qu'il puisse en fait voilà, garder ses intérêts et, et profiter de largement de l'eau de Nil en fait voilà, que l'Égypte. Donc voilà, on se retrouvait face à deux pays, l'un au sud du Soudan qui soutient les forces de soutien rapide et l'autre au nord du Soudan qui soutient l'armée soudanaise. Et finalement, ils ont transformé le Soudan comme un terrain de conflit qui, on est en train de l'observer aujourd'hui. Donc voilà, pour finir, quelles sont les solutions? Vous confessez c'est un problème qui existe depuis toujours. Et c'est un problème, en fait, voilà, qui a fait le perdre des vies de millions de Soudanais et de Soudanaises. C'est un problème qui nous a empêchés d'avancer, d'aller un peu loin dans l'histoire et sortir un peu de l'état dans lequel on se retrouve depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Je pense que les solutions, c'est commence par créer un espace de dialogue et de discussion approfondie entre le Soudanais. Mais ça, je pense qu'on est dans une situation qui est très tendue, très intense aujourd'hui, dans la mesure où les Soudanais ils ne peuvent pas discuter et parler entre eux sans la médiation et l'intervention du pays étranger. Et c'est là où je sollicite l'intervention ou les médiations de l'Union européenne, qui me semble qu'il n'est pas en train de jouer un bon rôle au Soudan. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un conflit entre l'Union européenne, entre l'Union africaine, avec l'ancien régime d'Omar al-Bashir. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce sont les alliés ou des gens qui sont du même camp politique que de Omar al-Bashir. Du coup, même les relations entre le Soudan et l'Union africaine, pardon, sa relation est toujours tendue. D'ailleurs, l'activité ou la participation du Soudan à l'Union africaine est suspendue depuis le coup d'État du 25 octobre 2021 et jusqu'à aujourd'hui, le Soudan il n'a pas de place en fait voilà, au sein de l'Union africaine. Donc voilà, ça c'est la seule possibilité que je vois de résoudre ce problème parce qu'il y a que nous, le Soudanais, qu'on peut discuter et de approfondir et traiter nos problèmes de manière dans la mesure où il peut garantir déjà la sécurité de tout le monde et assurer que tout le monde peut trouver sa place dans les pays en profitant dans la mesure où possible de ses richesses et de ses sources naturelles, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le chemin de la société civile aujourd'hui. En premier, la diaspora soudanaise à l'étranger, qu'on est en train d'essayer, discuter, mener d'initiatives, parler, intervenir, faire d'actions, afin qu'on puisse voilà, intervenir positivement dans le conflit au Soudan. Mais vu que le conflit est très, 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 très compliqué, c'est les raisons pour lesquelles on se retrouve aujourd'hui impuissant face à une situation qui est très compliquée. Merci. Merci infiniment, Hamad. Et merci à tous aujourd'hui pour l'intérêt que vous portez au Soudan. On pourrait, je pense, continuer toute la journée à parler du Soudan. Oh, nous avons une question. Juste derrière toi, Ouardougou. Ce sera donc la dernière question, puisqu'après, il nous faut conclure. Nos invités ont d'autres engagements. Oh, l'avant-dernière question, pardon, nous avons une question ici. Deux dernières questions avant de libérer nos invités. Bonjour à tout le monde. En fait, c'était pas une question, c'était simplement pour dire à Hamad qui est là, également Nadja Al-Fahal qui est là devant moi, qui est mon étudiante. En fait, je me présente, je suis Abdoulaye Nying, je suis
professeur d'anglais professionnel sur Learn, donc qui est une plateforme internationale. Je travaille beaucoup avec des Soudanais, surtout des Soudanaises, donc des professionnels du Soudan. Je pense particulièrement à Nadia, qui est mon étudiante, mais qui est très proche de moi. J'ai envie de vous dire, Hamad, à Nadia et à vous tous du Soudan qui suit de très près cette communication, que nous ne vous oublions pas. Pas plus tard qu'hier, l'ONU, de par le Centre régional d'information pour l'Europe occidentale, a sorti un rapport sur la situation au Soudan. Laissez-moi vous dire, ma foi, il faudrait faire la distinction entre les chercheurs, les penseurs et académiciens et les décideurs politiques. De l'un comme de l'autre, l'intérêt diffère. En ma qualité également d'étudiant à Boston, je suis au Parkview School de Boston University, Global Studies. Nous avons un professeur là-bas qui se nomme Michael Woodmariam, qui très particulièrement est intéressé par ces questions du Soudan et qui nous dit depuis pratiquement 2019 que what happens in Sudan does not stay in Sudan. L'autre qui disait injustice somewhere is a threat, it's everywhere. Et madame, le livret de votre organisation qui me frappe, Word Beyond Word, nous aurions aimé que cela soit une réalité. Donc, la guerre au-delà des frontières. Mais ma foi, j'ai envie de vous dire à vous qui êtes à Khartoum, ou Al Jazeera, au Darfour, entre autres, nous ne vous oublions pas. Seulement, les décideurs, non décideurs politiques, eh bien, ils sont tout le temps animés par ce qu'ils aiment bien appeler where necessity makes law. Peut-être bien que la nécessité est ailleurs, mais nous ne vous oublions pas. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour aux conférenciers. C'est un plaisir pour nous d'assister à cette conférence qui est extrêmement intéressante, qui revient un peu sur le cas du Soudan, qui n'est pas assez développé, il faut le dire. En fait, moi, ma question est s'apparentait surtout par rapport à M. Bey, par rapport à tout ce qui a été dit, surtout au regard du chercheur. Donc, quelles sont les perspectives de solutions aujourd'hui qu'on peut avoir en tant que chercheur par rapport à la situation du Soudan? Donc, c'était un peu la question sur laquelle j'aimerais revenir. Merci. Ok, merci beaucoup, Rassoul. Oui, je rebondis juste sur ce que Diallo disait, en considérant que peut-être l'avenir est peut-être assombri. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que les choses peuvent aller dans le... Voilà, je suis optimiste. Donc, je pense que, voilà, c'est compliqué. La situation est très complexe. C'est un conflit extrêmement compliqué. Mais il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut croire au génie du peuple soudanais, comme il l'a rappelé, Hamad, n'est-ce pas? Donc, je pense que, voilà, voilà, il faut pousser les décideurs à prendre des décisions. Voilà, il faut pousser les décideurs. Monsieur. Voilà. Donc, je pense que par le lobbying, n'est-ce pas, par la sensibilisation et par ce que les gens font là, il faut pas... Voilà, ça c'est extrêmement important. Ça participe à légitimer, à crédibiliser ce combat-là. Voilà, à faire connaître. Moi, je pense que les universités sont des espaces où, voilà, on peut discuter librement et poser les choses et toucher beaucoup de personnes. Voilà, parce que derrière chaque étudiant, il y a une famille, etc. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est quand même bien déjà ce qui est fait voilà, de prendre la décision de poser le débat dans l'espace public, c'est extrêmement important, n'est-ce pas? Ça participe à faire connaître le conflit et à sensibiliser les gens et notamment les jeunes par rapport à cette problématique-là et mettre la pression, faire un lobbying et considérer que ce problème-là n'est pas fondamentalement un problème spécifique aux Soudanais, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème spécifique aux Soudanais. C'est un problème qui nous interpelle tous en tant que citoyens du monde. Voilà, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup, professeur.
Le temps est donc venu maintenant de conclure cette conférence. Je rejoins complètement le professeur. Je me souviens des premières rencontres avec Ouardougou et notre petite équipe. Parfois, oui, le désespoir nous envahissait. On dit, mais ça sert à quoi notre petite campagne? Et je leur disais toujours, c'est un des maillons de la chaîne. On est aussi important que les ambassadeurs à l'ONU, on est aussi important que les politiques. Et c'est un problème complexe et multiple. Il y a des solutions complexes et multiples. Et chacun d'entre nous a sa part à jouer. Donc aujourd'hui, vous êtes venus ici, vous avez fait quelque chose pour ramener la paix au Soudan. Et World Beyond War, nous sommes ici pour vous aider à faire ça. Si maintenant, monsieur, vous êtes à Boston, si vous voulez que nous organisions une conférence, la même chose à Boston, avec les étudiants de Boston, pour amplifier ce message, c'est pour ça que nous sommes là. C'est exactement ça. Si d'autres gens, on est aujourd'hui à Saint-Louis, mais vont à Dakar, on peut organiser une conférence et il va y avoir, on est 20 aujourd'hui, 20 autres personnes qui vont être sensibilisées, qui vont signer une pétition. Et petit à petit, tous ensemble, avec Hamad qui est en France, avec aussi son réseau à lui, avec des gens qui peuvent relayer au niveau des médias. Et petit à petit, c'est tous ensemble qu'on va réussir à bâtir cette paix. Nous, chez World Beyond War, on fait donc appel à des spécialistes parce que notre message est simple. C'est d'abord, on fait taire les armes. Et après, toutes les discussions deviennent possibles. Voilà, je vous remercie encore tous infiniment de votre présence aujourd'hui. Merci Hamad et désolé pour les délais occasionnés. Merci professeur d'être avec nous. Et Ouardougou, peut-être le mot de la fin, puisque c'est grâce à toi que... Oui, oui, tu te lèves et tu dis le mot de la fin, s'il te plaît. C'est grâce à toi si cette conférence a lieu aujourd'hui. Merci infiniment à tout le monde. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup en tout cas pour le déplacement effectué jusqu'ici pour assister à la conférence. C'est vrai que souvent, en tout cas du côté de l'Afrique de l'Ouest, la question soudanaise n'est pas trop, comme on appelle, divulguée et beaucoup ne connaissent pas en tout cas ce qui se passe concrètement là-bas. D'ailleurs, même au-delà de l'Afrique de l'Ouest, au monde entier, il y a une part où on dit que le conflit est volontairement ignoré, n'est pas très médiatisé et les faits sont sur des théâtres d'opération qui intéressent certaines puissances, etc. En tout cas, merci beaucoup d'être déplacé pour venir assister à la conférence et on espère en tout cas que cela a au moins touché les uns et les autres et puis que le message a passé et puis les pétitions ont été signées et que ces pétitions vont être également envoyées à d'autres pour signer pour donner vraiment une vague de mobilisation autour de la question soudanaise. Merci beaucoup.